Comment les caractéristiques de notre vie se reflètent-elles dans le film Matrix? Je suis ton hôte, Bruce Lipton, dans cette série sur l'évolution intérieure. Dans les épisodes précédents, on a appris que l'esprit représentait l'interface entre l'environnement et le contrôle de notre biologie. Qualifié de science-fiction, le film Matrix est plutôt un documentaire, car on a réellement tous été programmés. La fameuse pilule rouge du film offre aux personnes la possibilité d'échapper à leur programmation. Beaucoup de personnes ont vécu l'équivalent de l'effet de cette pilule en vivant le paradis sur Terre. L'effet lune de miel, après être tombé amoureux. Cet épisode va porter sur le mécanisme par lequel l'esprit façonne nos expériences de vie et comment on peut effectivement utiliser notre esprit pour obtenir une vie heureuse, saine et harmonieuse. Dans les épisodes précédents, on a parlé du fait que nos croyances contrôlent les caractéristiques de notre vie. Mais surtout que nos croyances sont principalement programmées pendant les 7 premières années de notre développement et que ces programmes de développement représentent 95% de notre vie. La question est de savoir si on peut les contrôler, ou comment on peut les contrôler pour créer la vie qu'on souhaite, et non celle qu'on a été programmé à vivre. Pour comprendre cela, commençons par un fait très simple. L'esprit interprète l'environnement dans lequel on vit, et il génère un comportement pour coïncider avec ces signaux environnementaux. Tout est basé sur notre interprétation du monde. Pour comprendre le comportement de l'esprit, il existe un dispositif en médecine appelé électroencéphalographe. L'électroencéphalographe est un dispositif qui consiste à placer des fils sur la tête d'une personne et à lire l'activité de son cerveau. Le fonctionnement est très simple. Les pensées dans un cerveau se manifestent par une activité électrique. Cette activité électrique est ensuite conduite à travers la peau et les fils de l'EEG reçoivent ces signaux et interprètent le fonctionnement de notre cerveau. L'électroencéphalographe lit ce qui se passe dans notre conscience. Et cette conscience est responsable de la libération de substances neurochimiques, d'hormones et de substances chimiques émotionnelles qui contrôlent notre comportement. Selon la croyance conventionnelle, notre esprit opère seulement dans notre tête. Nos pensées ne concernent que nous et ne sont pas accessibles au monde extérieur. Cependant, une technologie plus récente a permis d'analyser le fonctionnement de l'esprit. Elle porte le nom de magnétoencéphalographie. Le mécanisme est le même. Elle lit l'activité électrique du cerveau, puis révèle le fonctionnement de l'esprit. Mais il y a une différence importante entre le magnétoencéphalographe et l'électroencéphalographe. La différence est la suivante. Avec l'EEG, des fils sont en contact avec notre peau et on lit la conduction de l'activité cérébrale par la peau. Le magnétoencéphalographe, lui, utilise une sonde qui entoure notre tête. Elle ne touche pas directement notre corps. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'on lit l'activité de notre cerveau depuis l'extérieur. Nos pensées ne sont donc pas seulement dans notre tête. Nos pensées se diffusent dans le champ. On se rend donc compte que nos pensées génèrent un environnement énergétique qu'on diffuse pour interagir avec l'énergie du monde environnant. Quelle influence cela a-t-il? Pour comprendre, revenons à une découverte précédente qui a démontré que lorsque deux énergies qui sont en harmonie se rencontrent et qu'elles interfèrent l'une avec l'autre, elles additionnent la puissance de leurs ondes énergétiques et produisent une onde plus puissante. C'est ce qu'on appelle l'interférence constructive ou les bonnes ondes. Mais cela peut affecter notre environnement de nombreuses façons différentes. Par exemple, si on prend un verre en cristal et que les atomes de ce verre diffusent une certaine onde, et qu'on prend ensuite un diapason dont l'onde est la même que celle diffusée par les atomes du verre, que va-t-il se passer si on frappe le diapason tout près du verre? L'onde du diapason va se diriger vers le verre, les atomes du verre générant déjà une certaine onde. Et quand l'onde du diapason
va interagir avec l'onde des atomes du verre, c'est ce qu'on appelle une interférence constructive. Cela va provoquer une augmentation de l'amplitude de l'onde, une onde plus puissante. Voilà le problème. Un verre garde sa forme parce que les atomes sont tous interconnectés de telle sorte qu'ils conservent la forme du verre. Mais si on fait tourner les atomes beaucoup plus vite à cause de l'interférence constructive entre le diapason et les atomes tournent soudain si vite qu'ils font exploser le verre. Les atomes explosent et le verre se brise. C'est ce qu'on appelle l'interférence constructive. L'interférence constructive révèle comment se produit la résonance harmonique. Cela signifie que lorsqu'une onde est en harmonie avec une autre, les deux interagissent et provoquent une augmentation de cette onde. Voici une expérience simple. Dans cette expérience, on peut voir 5 verres avec des fréquences d'ondes différentes. F représente la fréquence et V, W, X, Y et Z représentent 5 fréquences différentes. On a aussi un diapason accordé à la fréquence X. La question est de savoir ce qui va arriver à ces verres si on frappe ce diapason de fréquence X. Tous les verres qui ne sont pas à la fréquence X ne seront pas affectés par cette onde. Seuls les verres ayant des atomes à la fréquence X seront influencés par ce diapason. C'est très intéressant, car cela révèle qu'une onde peut repérer quelque chose dans l'environnement qui est en harmonie avec elle, interférer avec, sous forme d'interférence constructive, et stimuler cette chose dans l'environnement. Revenons maintenant au magnéto-encéphalographe. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie quelque chose de très important. Notre cerveau est une sorte de diapason. Nos pensées ne sont pas seulement dans notre tête, elles sont diffusées dans le champ sous forme de fréquences d'ondes. En quoi est-ce pertinent? J'aimerais l'expliquer en utilisant cet exemple avec 4 verres. Ce ne sont pas des verres en cristal cette fois. Ces verres représentent différentes caractéristiques de la vie. Dans le verre numéro 1, on voit une femme qui se dispute avec son conjoint. Dans le verre numéro 2, on voit l'expression caractéristique d'une femme qui se demande comment elle fait pour toujours tomber sur des idiots. Le 3e verre est un merveilleux verre montrant un dîner romantique. Et le 4e verre est un verre montrant une scène de salle d'audience où les phrases de chacun sont transmises au juge. Les ondes des pensées d'une personne ne vont interagir qu'avec les situations qui sont en harmonie avec ses pensées. Si un enfant grandit dans une famille où il y a beaucoup de disputes entre la mère et le père, pendant les 7 premières années de sa vie, il va télécharger un programme où les parents interagissent en se disputant. L'enfant ne fait que télécharger ce qu'il observe. Donc, si une personne a connu cela, ses pensées vont très probablement précipiter des disputes entre elle et son conjoint. Parce que le programme se manifeste par l'esprit et devient réel. Comme on l'a déjà dit, la fonction de l'esprit est de créer une cohérence entre le programme et la réalité. Maintenant, imaginons la même situation si cette personne venait d'une famille heureuse et aimante, avec une mère et un père ayant toujours partagé amour et bonheur ensemble. Dans ce cas-là, l'esprit de cette personne va diffuser une fréquence qui va interagir avec le verre, montrant le couple en train de dîner en amoureux. Cela soulève un point important car on se demande si les choses arrivent par accident dans notre vie, si elles sont dues au hasard. Non! On diffuse des ondes qui manifestent l'expression physique de nos pensées et de nos expériences de vie. C'est très intéressant, car la plupart d'entre nous ne peuvent pas lire dans les pensées des personnes. Mais certaines personnes le peuvent, parce que ces pensées sont diffusées dans le champ. Il est intéressant de constater que lorsque des gens vivent ensemble pendant longtemps, ils apprennent à lire dans les pensées de l'autre sans pour autant qu'ils les manifestent de manière consciente. Par exemple, si on écoute une conversation entre 2 personnes qui vivent ensemble depuis très longtemps, cela peut ressembler à ceci.
Est-ce que ça te dirait? Oui, pourquoi pas, quel jour? Ils n'ont même plus besoin de terminer leur phrase. Comment est-ce possible? Lorsqu'on est en cohésion avec notre conjoint, on peut alors lire les ondes qui émergent de sa conscience. Et tout à coup, parler n'est même plus nécessaire. Dans les cultures primitives, la plupart des personnes communiquaient de manière non verbale par le biais de pensées transmises aux autres personnes sous forme d'ondes. Cela démontre donc bien que le chant produit tout ce que l'on vit et que certaines personnes peuvent lire dans les pensées d'autres personnes et comprendre des choses que les gens autour d'eux ne comprennent pas parce qu'elles interprètent les ondes. Dans le film Matrix, tout le monde a été programmé et vit sa vie en suivant ses programmes. Mais le protagonisme du film a la possibilité de prendre soit une pilule bleue, soit une pilule rouge. S'il prend la pilule bleue, il retournera à son réveil dans le même monde avec les mêmes expressions qu'il a toujours connues. Mais s'il prend la pilule rouge, il échappera à ce programme. Cela a son importance, car on le sait aujourd'hui, 95% de notre vie provient de différents programmes. Si on pouvait sortir de ces programmes, nos vies pourraient être très différentes. Ce serait donc comme prendre une pilule rouge. Il me paraît important de souligner que la plupart d'entre nous, en tant qu'adultes, a déjà pris cette pilule rouge et ont vu des résultats étonnants. On ne savait pas qu'on prenait cette pilule, mais on a pu en constater les résultats. Quand on tombe amoureux, notre vie change. Avant qu'on tombe amoureux, notre vie peut être monotone pendant des semaines, des jours, des années. Mais un jour, on rencontre une personne spéciale. Et seulement 24 heures plus tard, notre monde entier change. Tout d'un coup, on est si profondément amoureux que tout devient plus beau. La vie devient plus précieuse. La nourriture devient meilleure. La musique devient plus agréable. Tout devient meilleur. Même notre travail qui n'était pas agréable devient plaisant. On se demande bien ce qui a pu se passer en 24 heures pour changer une vie monotone en paradis sur Terre. Chaque jour, notre vie est conditionnée à 95% par des programmes du subconscient. Car notre esprit conscient est en réflexion. Quand les gens tombent amoureux, ils arrêtent de penser. Ils deviennent conscients. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'ils restent dans le moment présent. Si on y réfléchit, on attend toute notre vie que cette personne se présente. Donc, quand elle apparaît, ce n'est pas le moment de réfléchir. C'est le moment d'être bien présent, d'apprécier et de vivre ce qui nous arrive. C'est très intéressant. Car quand on arrête de penser, on n'est plus réglé sur les programmes de notre subconscient. On n'est plus dirigé par notre subconscient. On laisse notre esprit conscient contrôler notre biologie. Et vers quoi se dirige-t-on? Vers nos souhaits, nos désirs et nos aspirations. Voilà pourquoi, lorsqu'on tombe amoureux, la période qui suit immédiatement cette étape où l'on tombe amoureux est une expérience de paradis sur Terre, un effet lune de miel. Parce qu'être amoureux permet à notre esprit conscient de garder les mains sur le volant, au lieu de laisser les commandes à notre subconscient. On se met tout d'un coup à vivre notre vie. L'effet lune de miel est donc essentiel, parce que premièrement, il engendre une excellente santé. En effet, quand les gens tombent amoureux, ils deviennent plus sains, plus alertes, plus vivants et plus joyeux. Cela se produit car le concept d'amour se traduit par la propagation de substances chimiques liées à l'amour, comme on l'a déjà mentionné. La dopamine pour le plaisir, l'ocytocine pour le lien, ainsi que l'hormone de croissance. On développe une abondance d'énergie. Lorsque tu es tombé amoureux pour la première fois, tu as probablement fait l'amour pendant des jours sans manger ni dormir. Donc, d'où est venue toute cette énergie? L'amour est une force qui nous donne cette énergie. Et quelle est la conséquence de cet amour? On se met à vivre une vie semblable à un paradis sur Terre, parce qu'on devient des créateurs. Et on ne suit plus des programmes, mais on suit nos souhaits et nos désirs. Voilà comment notre vie change. La plupart d'entre nous en font l'expérience, mais on s'est aussi tous rendu compte que cette lune de miel ne dure pas.
elle ne dure qu'une courte période pour beaucoup de gens. Certaines personnes peuvent prolonger la lune de miel pendant des semaines ou des mois, voire un an. Mais à un moment donné, la vie revient à ce qu'elle était avant qu'on ne tombe amoureux. Que se passe-t-il? Qu'arrive-t-il à cette lune de miel? Voici la réponse. Quand on est amoureux, on garde l'esprit conscient en éveil et on développe notre vie à travers lui. Mais la vie reprend son cours et à un moment donné, on ne peut pas s'empêcher de réfléchir à nouveau à propos de son travail, à propos de nos devoirs, à propos de nos responsabilités. Dès qu'on se remet à penser, notre vie recommence à être contrôlée par défaut par les programmes de notre subconscient. En quoi cela est-il un problème par rapport à l'effet lune de miel? La réponse est simple. Pendant cette période, aucun des conjoints ne perçoit les programmes subconscients de l'autre, dont la plupart sont négatifs. Mais une fois que la vie reprend son cours et que l'une des personnes dans cette relation se remet à penser, son comportement n'est tout à coup plus contrôlé par l'esprit conscient des souhaits et des désirs. Il est à nouveau géré par des programmes du subconscient et certains de ces programmes, dont 70% sont négatifs, commencent à se manifester. On découvre alors un comportement différent et on se demande d'où il vient, qui est cette personne. Tout d'un coup, on découvre un comportement négatif de notre conjoint qu'on n'avait jamais vu pendant la lune de miel. De nombreux comportements négatifs commencent à se manifester. On les découvre et on se dit que ce n'est pas agréable. Mais quand on a quand même une excellente relation en dehors de ça, alors on fait des compromis. Parfois, notre conjoint est trop ceci ou cela, mais on fait des compromis. Parce que la plupart du temps, notre relation est stable. Imaginons que ma conjointe et moi passons une merveilleuse lune de miel et qu'elle me pose soudain une question simple. Mais à ce moment-là, j'étais en train de penser à mon travail ou à ce que j'avais à faire. Je me retourne alors vers elle et me mets en colère contre elle. Ma conjointe me regarde et se demande d'où vient ce comportement. Et tout à coup, je me rends compte que le comportement que je viens d'adopter n'était pas le fruit de mon esprit conscient, mais d'un programme de mon subconscient. Mon esprit conscient n'était même pas attentif parce qu'il réfléchissait. À ce moment-là, ma conjointe m'accuse d'avoir un mauvais comportement. Et je lui réponds que je ne comprends pas de quoi elle parle, parce que je n'ai même pas vu le comportement qu'elle a pu voir. Une dispute est sur le point de se déclencher parce que je nie être la personne qui vient d'avoir ce comportement, alors qu'elle affirme que je viens d'avoir ce comportement. Une dispute éclate et c'est le début d'une rupture dans la relation. C'est simplement dû au fait que je ne perçois pas le comportement généré par mon subconscient. Je ne le vois pas, mais elle le voit. Cela signifie donc que lorsqu'on est amoureux et qu'on utilise notre esprit conscient, c'est comme prendre la pilule rouge. On ne suit plus les programmes. Le problème est le suivant. Si je possède de mauvais programmes, je ne les vois pas, mais ma conjointe, si. Quand une dispute éclate, cela fragilise les liens de notre relation et peut la faire éclater. Mais envisageons une autre possibilité. Si les deux conjoints sont conscients que ce sont des programmes du subconscient, mais qu'ils ne représentent pas qui on est, qu'ils représentent simplement ce qu'on a téléchargé, au lieu de réagir en disant « ce que tu as fait était minable », on dira plutôt « tu as entendu ce que tu viens de dire » ou « tu réalises ce que tu viens de dire ». Cela nous donne l'occasion d'installer le dialogue. De cette manière, on peut découvrir que tel mauvais programme nous a été transmis par notre père durant nos 7 premières années. On comprend pourquoi on possède ce mauvais programme. La question est la suivante. Comment peut-on modifier ce programme? C'est de là que viennent les plus gros problèmes relationnels. Comment peut-on dépasser les limites des programmes qu'on a téléchargés à partir d'autres personnes et qui nous affaiblissent? Il existe 4 manières fondamentales de changer notre programmation subconsciente. On peut contrôler 3 de ces manières, mais il y en a une sur laquelle on n'a aucun contrôle. Par exemple, on peut être confronté à un événement grave. On va chez le médecin qui nous apprend qu'on a un cancer en phase terminale et qu'on va mourir. C'est un choc pour notre système et on peut réagir de 2 façons. On peut dire « Très bien, docteur, je vais me préparer et gérer tous les détails parce que je vais mourir. » Ou bien, et c'est la partie la plus intéressante, on peut se dire
Ma vie a été si dure et si stressante, s'il me reste peu de temps, je vais laisser tout ce stress derrière moi. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On sort et on commence à profiter de la vie. On laisse derrière nous tout le stress qui est à l'origine de notre affaiblissement. Et finalement, on vit au-delà du jour où on était censé mourir. Parce que lorsqu'on modifie notre conscience, on a une nouvelle perception de la vie, une vie en harmonie, remplie d'amour et de plaisir. Je vais apporter une précision très importante. Il existe une entité dans l'esprit conscient, c'est nous. Mais le subconscient est un mécanisme similaire à un lecteur de disque. Imaginons qu'un lecteur CD émette une musique qu'on n'aime pas. Si on s'approche du lecteur et qu'on dit « Je ne veux plus écouter ça, je veux que tu lances une autre musique, arrête celle-là », combien de temps faudra-t-il pour que le lecteur de CD change de musique? On pourra lui parler jusqu'à ce qu'on s'essouffle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne pour nous entendre. Le lecteur ne fait que lancer une musique. C'est le même principe. Voilà pourquoi cela nous affaiblit. Parce qu'on a beau faire tous les efforts pour essayer de changer les programmes de notre subconscient en nous parlant à nous-mêmes, cela ne fonctionne pas parce qu'il n'y a personne dans le subconscient. Personne peut nous entendre. Alors comment peut-on changer notre subconscient? Il y a 3 façons fondamentales de contrôler le subconscient. La première, c'est l'hypnose. Comme on l'a dit, durant les 7 premières années de la programmation de notre développement, où l'on a téléchargé ces programmes négatifs, l'onde de notre esprit était l'onde θ. L'onde θ représente l'hypnose. Quoi qu'on ait pu entendre de nos parents, de notre famille et de notre communauté sur nous et notre vie, on a téléchargé tout ce qu'ils ont dit. On a tout enregistré. Si on veut modifier un programme, on peut utiliser l'hypnose. Est-ce que cela signifie qu'on doit avoir un hypnothérapeute? Non, ce n'est pas la peine. Il nous suffit d'identifier les programmes qui nous limitent et nous affaiblissent. On réalise qu'on a reçu ces programmes avant l'âge de 7 ans. Beaucoup d'entre eux in utero, et d'autres à l'âge de 1 ou 2 ans, mais qu'on n'a aucune conscience de ce que sont ces programmes. Je vais essayer d'expliquer. Notre vie est une impression des programmes de notre subconscient. Tout ce qui nous plaît et qui entre dans notre vie entre parce qu'on possède un programme qui le reconnaît. Quels que soient nos désirs et nos souhaits, on doit travailler dur pour cela. On doit se battre. On doit faire beaucoup d'efforts pour que cela se réalise. Quels que soient les programmes qu'on possède, ils ne suivent pas ces désirs. Alors que peut-on faire? Il existe des programmes d'auto-assistance ou des programmes d'auto-hypnose. En quoi cela consiste-t-il? On met des écouteurs le soir au moment de se coucher. Au fur et à mesure que l'onde alpha ralentit, on passe à l'onde θ. À ce moment-là, la conscience se déconnecte. On s'endort, mais le cerveau fonctionne toujours dans la phase θ. C'est lors de cette phase qu'on a téléchargé les programmes en premier lieu. Donc, si on met des écouteurs et qu'on écoute des programmes d'autonomisation après s'être endormi, on n'entend plus les programmes, mais notre subconscient les entend. Et en répétant ces programmes tous les soirs pendant plusieurs nuits, un jour, on se réveille et notre subconscient a téléchargé ces programmes par le biais du processus d'accoutumance. C'est l'un des moyens par lesquels le subconscient apprend. C'est l'auto-hypnose. Mais comment apprend-on après l'âge de 7 ans? Avant l'âge de 7 ans, on est à la phase θ et on télécharge par hypnose. Mais après l'âge de 7 ans, on passe à la phase de la conscience. Alors comment apprend-on les programmes après l'âge de 7 ans? La réponse est l'accoutumance, la répétition. On répète les choses, on s'entraîne. Si on veut jouer d'un instrument, c'est entre nos mains. On ne peut pas en jouer tant qu'on ne s'est pas entraîné encore et encore. Qu'est-ce que cela représente? L'habitude. On apprend en répétant. Et arrive un moment où l'on n'a plus besoin de s'entraîner. On peut simplement prendre l'instrument et en jouer. C'est la même chose pour la conduite. Au tout début, notre attention se porte sur tous les détails de la conduite. Les rétroviseurs, les vitres, les jauges sur le tableau de bord, ce qui se passe autour de la voiture. On doit faire attention à tout cela. Mais finalement, à force d'entraînement, on peut conduire une voiture sans y prêter attention. On a juste à mettre la clé dans la voiture, conduire, et on peut penser à l'endroit où l'on va, à ce qu'on va faire.
sans même faire attention à la route. Pourquoi? Parce que le subconscient a téléchargé le programme permettant de conduire une voiture. C'est devenu une habitude. Si on veut changer de programme, il faut installer une nouvelle habitude. Faire semblant jusqu'à ce qu'on réussisse. Par exemple, si on n'est pas heureux et qu'on se dit qu'on veut être heureux, on doit se répéter toute la journée, malgré nos malheurs et nos mauvaises expériences, « Je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux ». Même si cela ne correspond pas à ce que l'on vit, ce qu'il faut, c'est répéter, encore et encore. Pourquoi? C'est comme ça que le subconscient apprend après l'âge de 7 ans, par la répétition. Si on adopte un nouveau comportement et qu'on le répète sans cesse, il deviendra automatiquement un programme du subconscient. La dernière méthode pour changer de programme est quelque chose de nouveau. Il y a un vieux dicton qui dit que la nécessité est mère de l'invention. Alors qu'on est confronté à la 6e extinction de masse due au comportement humain, changer notre comportement est devenu une nécessité. Et de cette nécessité est née une nouvelle façon de réécrire les programmes. C'est ce qu'on appelle la psychologie de l'énergie. Il existe un certain nombre de modalités et beaucoup impliquent ce qu'on appelle le super-apprentissage. Je vais en donner un exemple. On a tous déjà entendu parler des personnes qui lisent un livre en déplaçant leurs doigts sur la page. Aussi vite qu'elles déplacent leurs doigts, elles lisent chaque mot de la page. Elles peuvent se rendre dans une librairie, lire chaque page de cette manière et finir un livre entier en 5 minutes. C'est un exemple de super-apprentissage. Une fois qu'on a identifié le programme qu'on veut changer, on crée une solution positive pour ce problème auquel on est confronté. Si on n'est pas en bonne santé, il faut se dire « je suis en bonne santé » et on fait un programme. Quelle est la fonction de l'esprit? Créer une cohérence entre les programmes et la réalité. Si tu veux avoir un aperçu de ce phénomène, va sur mon site web, brucelipton.com. Sous l'onglet « Ressources », il y a 25 ou 30 modalités différentes de psychologie de l'énergie parmi lesquelles tu pourras chercher et trouver celle qui te convient et l'essayer. C'est l'occasion de reprendre le pouvoir sur ta vie, parce que ta conscience la contrôle. Et si tu peux programmer ton subconscient avec tes souhaits et tes désirs, des conséquences immédiates et merveilleuses en ressortiront. En conclusion, maintenant qu'on a compris comment reprogrammer notre subconscient, on a la possibilité de créer la vie qu'on désire. En comprenant comment notre conscience engendre l'effet lune de miel, on a la possibilité de provoquer l'expérience de paradis sur Terre pour chaque jour de notre longue vie. Si l'esprit conscient peut engendrer une vie heureuse et saine, on doit également comprendre qu'il peut provoquer n'importe quelle maladie, et même la mort. Dans la crise sanitaire actuelle de la planète, jusqu'à 90% de toutes les maladies sont attribuées au stress et non à l'influence des gènes. Notre prochain épisode portera sur les comportements mutuels exclusifs de protection et de croissance, le rôle de l'axe HHS, l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, sur l'affaiblissement de notre santé et le pouvoir des effets placebo et nocebo sur notre santé et notre bonheur. Merci de te joindre à moi. Je suis ton hôte, Bruce Lipton, dans cette série sur l'évolution intérieure par le changement biologique. Rejoins-moi pour le prochain épisode, où l'on parlera du concept de manifestation.